La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Certains de ses lecteurs ont souligné que le mérite principal de Michel Foucault fut de nous avoir débarrassés de l'idée même de vérité. C'est heureusement faux, nous dit Jacques Bouvresse, au terme d'un brillant essai dans lequel il retourne non sans ironie Nietzsche contre Foucault. Il ne faut pas confondre vérité et connaissance de la vérité. Jacques Bouvresse, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir pour la dernière suite dans les idées de cette saison. On va parler de Michel Foucault. Je vais vous demander si vous êtes contre Foucault ou si c'est Nietzsche que vous opposez à Foucault. Le titre de cet essai, c'est Nietzsche contre Foucault, sur la vérité, la connaissance et le pouvoir. Il paraît aux éditions Agone et vous y publiez à la fois une conférence que vous aviez donnée au Centre Pompidou en 2000 et puis un long essai dans lequel vous vous intéressez à la question de la vérité telle qu'elle a été abordée par Michel Foucault pour mettre en évidence un certain nombre de contradictions, de problèmes que pose Foucault, bien plus qu'il n'en résout avec cette question de la vérité. Et vous vous portez en faux par rapport à certaines analyses qui ont estimé que Foucault nous avait beaucoup aidé en clarifiant les choses s'agissant de la vérité. Pour vous, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'au fond, au terme de la lecture de Michel Foucault, on n'y voit pas vraiment plus clair sur la question de la vérité et il convient d'y revenir avec attention. Oui, je suis assez d'accord avec la façon dont vous venez de présenter les choses. Je ne pense pas que Foucault ait fait progresser sérieusement ou même réellement notre réflexion sur la question de la vérité. Et je pense qu'on pourrait se risquer à affirmer à ce propos-là que Nietzsche est sur ce genre de questions à la fois plus subtil, plus profond, et j'ajouterais plus ambivalent. Il est beaucoup plus ambivalent parce qu'il dit des choses qui sont non seulement plus nuancées, mais qui à la limite peuvent sembler presque contradictoires, ce qui est d'ailleurs un problème qu'on a en permanence avec Nietzsche, qui n'apparaît pas tellement chez ces interprètes français. Sûrement pas Foucault, Deleuze pas tellement non plus. Je crois que c'est Kurt Tucholsky qui a dit, en exagérant un peu, formuler une conception philosophique quelconque, je vous trouverai une citation de Nietzsche qui la confirme, qui l'illustre, qui la confirme. C'est très exagéré, bien que ce problème existe réellement. Donc, je pense que Foucault a imputé à Nietzsche une conception de la vérité qui est beaucoup trop simple et univoque, qui se traduit notamment par cette idée qui est à présent très répandue que non seulement ce qu'on appelle la volonté de vérité est en réalité simplement une forme de la volonté de puissance, mais la vérité, quelle qu'elle soit, ne peut jamais être que le résultat de l'exercice de la puissance, enfin du pouvoir. Alors ce qui se traduit notamment dans l'apparition de ce genre de livre dont le titre est tout simplement ahurissant. Alors, le titre, on n'a pas l'image. Oui, Foucault. Il existe d'autres vérités que celles produites par le pouvoir. Non seulement Foucault n'a jamais dit ça, et ce que Foucault a dit et qui est tout à fait exact, c'est que au moins, si vous voulez, la diffusion de la vérité et jusqu'à un certain point également probablement sa production, au moins au sens de la mise au jour, fait intervenir des dispositifs de pouvoir. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Je n'ai aucun point de désaccord avec Foucault sur ce point. Je considère même cette idée comme assez banale. Ou en tout cas, si vous voulez, elle est devenue, je crois, elle a été suffisamment intériorisé, pour que ça ne pose plus véritablement de problème. Le problème, c'est plutôt que l'exagération, celui qui va jusqu'à l'extrême, dans ce sens-là, et qui aboutit à la conclusion que une vérité ne peut être que l'effet du pouvoir. Alors, soit dit en passant... Pour y voir plus clair, au fond, on peut partir d'une chose que j'ai trouvée assez lumineuse. Vous dites à la fois Foucault, mais aussi dans le sillage de Foucault, un certain nombre de gens se sont mis à parler d'histoire de la vérité, par exemple. Or, c'est une entreprise impossible de faire l'histoire de la vérité. Ce qu'on peut faire, c'est l'histoire de la connaissance de la vérité. Et c'est très différent. C'est cette distinction-là que vous placez au cœur de votre travail, Jacques Bouvresse. Vous avez raison, oui, c'est une des distinctions auxquelles je tiens beaucoup, qui n'a rien non plus de très original. On pourrait penser qu'il s'agit de choses qui relèvent du simple bon sens. Avant de parler un peu plus longuement de ça, je voudrais répondre à la question que vous posiez tout au début. Je ne suis pas contre Foucault, si vous voulez, j'ai de gros problèmes avec Foucault est certainement un philosophe important, là-dessus je n'ai pas de doute, et même probablement un des plus importants parmi les philosophes contemporains. Mais je suis contre un certain nombre de choses que dit Foucault qui me posent d'énormes problèmes.
que j'ai du mal à accepter et que même j'ai beaucoup de mal par moments à comprendre. Donc, et puis je suis aussi évidemment contre un bon nombre d'utilisations qui sont faites de Foucault par... dont lui-même évidemment ne peut pas être responsable. Voilà, il ne peut pas être tenu pour directement responsable, bien qu'il ait pu indirectement encourager des comportements de cette sorte sous les par une certaine ambiguïté qu'il y a dans ses positions, notamment sur la question de la vérité. Alors pour en revenir à la question de l'histoire de la vérité, ça fait partie effectivement des choses que je ne comprends pas bien. Si vous voulez, avant même de pouvoir dire je ne suis pas d'accord, je comprends pas bien parce que il ne nous a été expliqué à aucun moment en quoi consiste exactement cette histoire de la vérité. Alors, sur ce point, il est clair que Foucault est un disciple, et même probablement un assez bon disciple de Nietzsche, parce que Nietzsche a dit, je crois que c'est dans la généalogie de la morale, il n'y a rien d'éternel, tout est historique. Alors, on peut dire que ça, s'il y a quelqu'un qui semble avoir bien compris et appliqué cette idée, c'est Foucault. Donc, il n'est pas tellement surprenant qu'il se soit convaincu que la vérité aussi, il doit avoir une histoire. Alors là, on se heurte immédiatement à un problème compliqué, parce que de quoi cette histoire est-elle au juste l'histoire? Est-ce que c'est l'histoire des vérités qui ont été successivement acceptées? Là évidemment, l'histoire intervient de façon tout à fait directe, puisque des vérités, entre guillemets, très différentes ont pu être admises selon les époques. Ce qui est considéré comme vrai à une époque peut être considéré comme faux, et même comme évidemment faux à une autre. Mais jusque-là, donc, on a affaire à un seul et même concept de vérité. Ce sont simplement les vérités qui sont concernées. Donc, qu'est-ce au juste que cette histoire de la vérité? Vous avez parlé de quelque chose qui serait plutôt une histoire de la connaissance de la vérité. Je pense qu'il faudrait même être plus général. On pourrait parler d'une histoire de la croyance à la vérité, c'est-à-dire de la succession des choses qui ont été crues vraies, à un certain moment, qui ont cessé à un autre moment de l'être, qui l'ont peut-être été à nouveau encore à un autre moment. Enfin, vous voyez. Donc, il y a une ambiguïté constante là-dessus, c'est-à-dire que quand on en arrive à ce qui semble constituer le cœur de la question, c'est-à-dire qu'en est-il de la vérité elle-même, là on trouve chez Foucault des choses qui sont très déconcertantes, parce qu'on nous dit chez les Grecs, sur ce point donc Foucault se réfère assez directement à Marcel d'Étienne, les maîtres de la vérité. Voilà, les maîtres de la vérité dans la Grèce antique, c'est-à-dire en gros il nous dit ceci: pendant un temps la vérité ça a été ce que dit le poète ou ce que dit le prophète, etc. Donc la vérité c'est ce que dit celui qui dit vrai. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est bien entendu une autre question sur laquelle Foucault reste très évasif, y compris dans les textes qui viennent d'être publiés sur ce problème de la parésia. Alors le parésiaste, vous savez, c'est celui dont la fonction est de dire la vérité, et qui le fait en prenant souvent de grands risques, puisque dire la vérité au pouvoir, évidemment, ça représente toujours un certain danger, on peut même le payer de sa propre vie. Donc, ce que Foucault nous dit, c'est qu'à un moment donné, entre Hésiode et Platon, les choses ont changé, et c'est dans, si je me souviens bien, dans l'ordre du discours, qui contient le texte de la leçon inaugurale de Foucault. Donc, en gros, il nous dit, la vérité, ça a été pendant un temps quelque chose qui est de l'ordre du précieux, du désirable, etc. Puis à un moment donné, la vérité, ça devient ce qui est conforme à la réalité, grosso modo, c'est-à-dire par un changement qui est quand même d'une espèce plutôt radicale et sur lequel on n'est pas beaucoup éclairé dans les textes de Foucault. On se dit qu'il faudrait tout de même peut-être que la vérité soit considérée comme quelque chose de fondamentalement différent, et on en arrive donc à un stade où, subitement, semble-t-il, l'énoncé est confronté à la réalité, c'est-à-dire à quelque chose qui le rend vrai ou faux. Alors là, l'objection évidente, c'est celle que fait Bernard Williams dans Vérité et Véracité. Il l'a fait contre Marcel d'Étienne, mais il aurait pu la faire, aussi bien contre Foucault, c'est que avant, c'était pas de vérité qu'il était question. Il était question d'autre chose. Il était question de ce qui est dit par certains, dans telles et telles conditions, ou de ce qui est important, de ce qui est désirable, de ce qui est utile, etc. Et là, on se heurte à nouveau, en ce qui concerne la lecture que Foucault a fait de Nietzsche, à une difficulté majeure, c'est qu'il n'y a pas de philosophe qui soit plus opposé à l'identification de la vérité avec le désirable ou l'utile que Nietzsche. Ce qui fait que c'est ce qu'on appelle quelquefois ce penchant supposé de Nietzsche. On appelle ça donc le pragmatisme de Nietzsche, mais Nietzsche est radicalement anti-pragmatiste. Dans les textes de la fin, en particulier dans l'Antéchrist, il déploie un effort extraordinaire pour dissocier radicalement l'idée de la vérité de l'utilité, de celle de l'utilité. C'est-à-dire la vérité est généralement extrêmement désagréable,
Elle est même la plupart du temps extrêmement douloureuse et elle est rarement utile, en tout cas directement utile. Donc il y a toute une série, disons pour dire les choses en faisant preuve d'un peu de charité, il y a toute une série au minimum d'ambiguïtés chez Foucault qui sont dans la façon dont il aborde cette question de la vérité, qui pose de redoutables problèmes. Et en ce qui concerne la question de l'histoire, ça c'est quelque chose qui m'a toujours gêné énormément. Comme je disais, j'ai tout simplement jamais très bien compris. Il y a beaucoup de choses qui changent dans notre rapport à la vérité. Là-dessus, je suis d'accord. Par exemple, dans la détermination de ceux qui sont autorisés à dire la vérité, dans la détermination des méthodes qui doivent être utilisées pour accéder à la vérité. Les méthodes de la science, évidemment, n'est pas la même que celle de la religion, etc. Donc il y a différentes façons, en tout cas différentes façons supposées d'arriver à la vérité. Et ça, on peut en faire l'histoire, bien sûr. Voilà, tout ça. Et non seulement il faut en faire. Mais on doit. Oui. Il était important d'en faire l'histoire. Et puis il y a des changements historiques importants dans l'attitude que l'on adopte respectivement à l'égard de la vérité et du mensonge. Par exemple, il y a des sociétés qui ont une attitude sensiblement différente de la nôtre à l'égard du mensonge, qui valorise davantage le mensonge que on est censé le faire dans nos sociétés. Ce qui ne veut pas dire qu'on l'utilise pas. Si vous voulez, je parle qui n'a pas cours. Je parle de ce que de la façon dont on l'évalue. Voilà. Donc, nous avons toute une série de difficultés. Je pense qu'on pourrait ajouter encore, à propos des distinctions qui auraient dû être faites, qui ne sont pas vraiment chez Foucault, la difficulté suivante, elle a été très bien exposée par Bernard Williams dans son livre Vérité et Véracité, c'est-à-dire, je pense que, oui, il y a deux tensions qui me paraissent constitutives et essentielles chez Nietzsche, et dont il ne subsiste malheureusement pas, dont pas grand-chose n'apparaît chez Foucault. C'est d'une part la tension entre la vérité et la véracité, et d'autre part la tension entre le respect qui doit être accordé à la vérité. Et Nietzsche, est quelqu'un pour qui la vérité a une importance, non seulement une importance réelle, mais même une importance suprême. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Et donc, il y a une tension entre ce respect qui est censé être dû à la vérité, qui est la chose la plus importante, et puis la question qui se pose, et que Nietzsche a posé régulièrement, de la valeur de la vérité. Donc, vous voyez, il y a ces deux choses. Alors, on aura peut-être l'occasion de revenir sur l'une et l'autre. Mais encore une fois, donc, je trouve que Foucault a considérablement simplifié, ce qui me semble constituer la position réelle de Nietzsche sur cette question. Alors Jacques Bouvresse, on va revenir à Michel Foucault, mais je profite pour faire une parenthèse sur Nietzsche, dont vous dites au début que finalement vous avez eu une fréquentation quasi clandestine de cet auteur, c'est-à-dire qu'on connaît vos travaux sur Wittgenstein, on connaît vos travaux sur Musil, sur Krauss, et Nietzsche occupe une place à part au fond dans la bibliothèque, la petite bibliothèque avec laquelle vous avez le plus travaillé finalement au fil des ans, Jacques Bouvresse. Oui, vous avez raison. C'est ça. Le fait que j'ai écrit ce livre Nietzsche, intitulé Nietzsche contre Foucault, a dû surprendre un certain nombre de mes lecteurs. Enfin, je suppose qu'ils pensaient pas que je m'étais intéressé particulièrement à Nietzsche et pas non plus à Foucault. Or, je me suis intéressé aux deux et de très près, depuis le milieu des années 60. Et donc, j'ai suivi un peu d'assez près le parcours de Foucault. Un peu moins à partir d'un certain moment. Mais quant à Nietzsche, c'est un auteur que je lis et relis sans cesse. Presque chaque année, je relis au moins un ou deux livres de Nietzsche. Alors, j'ai d'ailleurs un peu aussi changé d'attitude à l'égard de Nietzsche, parce que quand j'étais jeune, je le lisais toujours avec un intérêt considérable, d'autant plus que c'est un écrivain extraordinaire. Et soit dit en passant, Wittgenstein a dit un jour, on lui a demandé un jour s'il y avait des philosophes qui le fascinaient particulièrement par la qualité de leur écriture, et il a répondu en gros, je cite d'après mes souvenirs en gros, sûrement pas Bertrand Russell, mais Nietzsche. Donc, et en revanche, il considérait, à peu près dans la même époque, et je crois dans la même remarque, il dit qu'il trouve Nietzsche creux, ce qui est tout de même un peu étrange. J'ai jamais trouvé, je dois dire, Nietzsche creux. Je l'ai toujours trouvé incroyablement excitant. Mais ça a créé une difficulté pour moi parce que quand j'étais jeune, j'avais tendance à adopter un peu le point de vue de Paul Valéry, vous savez, qui a dit Nietzsche, ce n'est pas une nourriture, c'est un excitant. Donc je trouvais que c'était un excitant extraordinaire. Aujourd'hui, je serais nettement plus enclin à considérer que ça peut être aussi une nourriture. Mais à condition, il faut être vraiment capable d'en tirer quelque chose de substantiel, ce que les lecteurs de Nietzsche sont, à mon sens, souvent incapables de faire. Disons que ils ne travaillent pas suffisamment, en tout cas, pour réussir à le faire. Donc ça, c'est pour dire simplement qu'il n'y a rien de nouveau, si vous voulez, dans cet intérêt pour Nietzsche. Vous avez parlé d'une lecture un peu clandestine. C'est vrai, j'ai hésité terriblement à parler de Nietzsche, parce que il y avait quand même une espèce de terrorisme qui régnait sur ce point. Si vous voulez, il y avait un certain nombre d'évidences
auxquelles on pouvait hésiter à s'en prendre, en particulier celle qui avait consisté à faire de Nietzsche un penseur de gauche. Bon, je vois toujours pas bien comment on a pu faire de Nietzsche un penseur de gauche, alors que c'est un penseur qui... contre l'égalité. Absolument, contre l'égalité, contre la démocratie, contre le socialisme, contre l'égalité des hommes et des femmes, enfin bon. Alors, en lisant et relisant les textes, et en particulier en relisant les fragments posthumes, on trouve quelquefois des choses qui n'apparaissent pas réellement dans les textes publiés. Je me suis rendu compte, j'ai mieux compris comment on a pu faire de Nietzsche pas seulement un penseur de gauche, mais même un gauchiste, et à la limite presque un gauchiste libertaire. Hein, c'est ce que fait Onfray, où là alors ça atteint des sommets. Enfin, moi j'avoue que je renonce à comprendre comment on a pu fabriquer un Nietzsche de cette sorte. Mais il y a quelque chose qui va un peu dans ce sens-là. Ce sont les endroits où Nietzsche dit s'en prend aux gens qui, les positivistes en gros, qui se contentent d'essayer de connaître la réalité telle qu'elle est. Si vous voulez. Il dit constater ce qui est, bon c'est la marque d'une volonté de puissance faible, d'une volonté de puissance affaiblie et appauvrie. Ce qu'il faut, c'est décider de ce qui doit être. Et ça, si vous voulez, c'est évidemment un aspect de Nietzsche qui pouvait être récupéré par des gens qui défendent des positions de gauche, et même une certaine forme de gauchisme utopique. Vous savez, Renan parle il dit les gens qu'il appelle les objectifs entre guillemets de faible volonté, comme Renan et Ranke. C'est-à-dire, c'est des gens qui croient que simplement en mobilisant l'essentiel de nos ressources intellectuelles et autres pour réussir à connaître la réalité telle qu'elle est, on va obtenir des résultats merveilleux. En général, comme vous le savez, ce sont des gens qui croient en plus, qui sont convaincus en plus des vertus du progrès, en particulier du progrès scientifique, qui croient que grâce à ça, si vous voulez, on va transformer l'humanité, améliorer l'être humain, etc. Ce qui est évidemment tout à fait à l'opposé de ce que pense Nietzsche. Donc, je suis arrivé finalement à comprendre un peu mieux pourquoi il y a eu cette métamorphose, enfin étonnante de Nietzsche en un penseur de gauche. Ça me paraît plus tout à fait aussi incompréhensible, ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est satisfaisant. Ça ne l'est évidemment pas, à mon avis. Donc, de la même manière, parce qu'on fabrique toujours des caricatures à partir d'œuvres philosophiques qui sont complexes. Vous partez d'une autre opposition qui est celle d'un Foucault américain et d'un Foucault français qui avait été proposé par Vincent Descombes et qui fait apparaître, au fond, on a l'impression, quasiment deux philosophes très contradictoires. Enfin, l'un dans lequel se reconnaît aux États-Unis l'héritier du pragmatisme, qui est Richard Rorty, en insistant sur la démocratie, etc. Et puis l'autre qui serait le Foucault nietzschéen, pour le coup anarchiste, qu'on chérirait en Europe. L'un ne vaut pas plus que l'autre en termes de corpus de ces textes. Je veux dire que ces deux images sont aussi fausses l'une que l'autre. Ah oui, je pense qu'elles sont en tout cas si on les prend à la lettre, elles sont certainement inexactes l'une et l'autre, oui, ça c'est tout à fait clair. Cela dit, Vincent Descombes a dit quelque chose qui est très juste, pour le peu que j'ai fréquenté les milieux philosophiques américains qui se sont intéressés à Foucault. Oui, c'est vrai. Le Foucault américain, il est souvent considéré comme étant, comme vous l'avez dit, un partisan d'une démocratie, celui qui serait améliorée, une démocratie qui serait plus démocratique. Et tandis que le Foucault français, et là, il pense qu'il est plus proche du Foucault réel, celui qui considère Foucault. D'ailleurs, ni Foucault ni Deleuze n'étaient, à proprement parler, des défenseurs de la démocratie et de l'état de droit. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas aussi gêné que je l'ai été moi-même, par l'attitude de Foucault. À cet égard-là, j'ai éprouvé la même difficulté à bien des égards que Rorty, qui dit, Rorty connaissait très bien Foucault, évidemment, il connaissait très bien la philosophie française. Rorty dit, j'ai attendu en vain de Foucault un mot positif concernant la démocratie libérale, à peu de choses près. Moi aussi, j'aurais aimé qu'il lui arrive de temps en temps de dire que, après tout, les sociétés dans lesquelles nous vivons, en Europe occidentale, ont réussi à faire quelques petites choses, au moins quelques petites choses un peu mieux que les autres, mais c'est le genre de choses que, visiblement, il ne voulait pas dire. Je ne dis pas peut-être qu'il pensait ce genre de choses, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il se refusait à dire. D'ailleurs, sur la question du progrès en général, évidemment, il était encore plus, je dirais, plus sceptique et plus radical que Nietzsche. Je me souviens d'un entretien avec Jean-Jacques Brochier, je crois, sur les prisons, qui était paru dans le magazine littéraire, où quand on lui pose cette question du progrès, alors il rappelle
il commence par rappeler à juste titre qu'il faut, sur ce point, il faut être très prudent et très modeste, c'est-à-dire il faut pas s'imaginer automatiquement qu'on a fait beaucoup mieux ou qu'on a fait plus que nos prédécesseurs. Et alors il dit qu'il a appris des historiens des sciences, là il pense à des gens comme Canguilhem et d'autres, qu'il a appris justement à se méfier particulièrement de cette idée de progrès, mais on a l'impression qu'il pousse la méfiance tellement loin qu'il en arrive finalement presque à suspecter, voire à nier la réalité du progrès scientifique. C'est-à-dire un des rares domaines où on est tenté de se dire quand même il y a eu un progrès, on en sait plus qu'avant. Voyez là-dessus Popper, l'accroissement de la connaissance objective, etc. On a l'impression que même là, si vous voulez, il se refuse, peut-être pour des raisons essentiellement stratégiques, puisque par conviction intime, il se refuse à concéder ça, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en matière, dans le domaine du savoir, de la connaissance objective, on a fait des progrès. Donc il y a à l'égard de notre société, qui est celle dans laquelle évidemment il a vécu, dans laquelle il est né, dans laquelle il a été éduqué, dans laquelle il a vécu, il y a un refus à certains moments de lui trouver des vertus quelconques, ce qui pour moi explique en partie sa réaction à l'égard de la révolution iranienne. C'est-à-dire on a l'impression que là, il y a mille et une raisons. Moi je fais partie des gens qui souhaitaient voir disparaître le plus vite possible le Shah et le genre de pouvoir qu'il exerçait, mais qu'il considérait Khomeini comme un danger majeur. Bon, tandis que lui, semble-t-il, a eu une attitude, bon, disons, là aussi plus ambiguë. Je ne sais pas exactement comment il faut la qualifier, parce que Jean Birnbaum, si j'ai bien compris, vient de défendre dans un livre récent qui s'appelle Un silence religieux, c'est bien ça, vient de défendre l'idée qu'il faut comprendre Foucault de façon tout à fait différente. Il a simplement voulu dire que une révolution religieuse pouvait produire des effets politiques importants, ce que personnellement je ne nie pas, mais ça n'empêchait pas la révolution en question de présenter avant tout des dangers majeurs, selon moi. Mais donc j'ai beaucoup de difficultés avec ce Foucault-là, qui n'est pas du tout le Foucault américain, puisque encore une fois le Foucault américain, ça serait un réformiste libéral, si oui, simplement un peu plus radical que ne le sont les réformistes habituels. Le Foucault sur lequel vous avez beaucoup travaillé pour ce livre, c'est celui de son premier cours au Collège de France. Vous citiez tout à l'heure sa leçon inaugurale, et puis l'année suivante, il a tenu ce cours qui n'a été publié que 40 ans plus tard dans la série des cours, l'un des derniers volumes publiés au fond de ces cours au Collège de France. Tout ça, et au fond, le Collège de France est aussi le théâtre de cette dispute, et je trouve ça formidable en vous lisant de à nouveau vérifier que la philosophie c'est ça, c'est-à-dire prendre au sérieux quelqu'un qui vous a précédé dans cette institution, le lire très sérieusement, mais aussi le contester, dire là où pour vous ça pose de gros problèmes. Et vous le faites aussi en rendant hommage à un autre, je voulais citer son nom, professeur au Collège de France, qui est Vuillemin. Oui. C'est d'ailleurs Vuillemin qui a présenté la candidature de Foucault au Collège de France. Donc il n'y a existé rien de tel que cette espèce de guerre qu'on semble vouloir instaurer, quelquefois entre les gens qu'on appelle les logiciens, c'est comme ça que Vuillemin est qualifié. Par Daniel Defer, oui. Par Daniel Defer, oui, qui est tout à fait inadéquat. Bon, mais enfin, peu importe, on va pas se lancer dans une discussion là-dessus. Mais bien entendu, vous avez raison, j'ai pris Foucault très très au sérieux, et j'avais pris dès le début, ça non plus, c'est pas récent, très au sérieux ce texte, l'ordre du discours, qui m'a posé immédiatement une multitude de problèmes. Vous l'aviez lu sur le moment? Je l'ai lu sur le moment, oui, tout à fait. En tout cas, au moins, je n'étais pas à la leçon inaugurale de Foucault, mais je l'ai lu dès qu'il a été publié, donc l'année suivante chez Gallimard, oui. Voilà, sous le titre l'ordre du discours. Oui, je l'avais lu et ça m'avait immédiatement intrigué, et ça m'a, je me suis heurté évidemment à une multitude de difficultés, en particulier, mais j'ai eu l'occasion de parler de ça dans le texte de ma propre leçon inaugurale, donc la demande philosophique, cette idée qui est défendue au début, que Foucault explique que ce qui l'a intéressé, c'était d'essayer de voir si on pourrait pas appliquer à la distinction entre le vrai et le faux le même genre de traitement qu'il avait appliqué à deux autres distinctions, la distinction de l'interdit et du permis, puis la distinction de la raison et de la folie. Et il suggère à ce propos qu'au fond, donc il y a une certaine analogie à ses yeux entre ces trois espèces de distinctions, en particulier entre la distinction entre la raison et la folie, et la distinction entre le vrai et le faux, c'est qu'elles reposent sur un principe d'exclusion, c'est-à-dire elles sont le résultat d'une espèce de volonté d'exclusion qui fait qu'on pourrait dire ceci, de même qu'au fond la folie
La folie, c'est pas le fou, c'est pas quelqu'un qui a été exclu parce qu'il est fou. Ce qu'il faudrait dire, c'est plutôt qu'il est fou parce qu'on a décidé de l'exclure. Il est décrété fou parce qu'on a décidé de l'exclure. Bon, je simplifie un peu parce que on est obligé de le faire. Donc, il propose en gros, si on le comprend bien, d'appliquer le même traitement à la distinction du vrai et du faux, le même genre de traitement en tout cas, ce qui signifierait ceci, que le faux, il n'est pas exclu parce il peut être objectivement faux. Je dis peut être parce que bien entendu, il y a des quantités de choses qui sont exclues comme fausses alors qu'elles ne sont pas du tout fausses. Et pour le coup, on peut dire, c'est vraiment le résultat d'une forme d'exercice du pouvoir. Il y a des exclusions, il y a des choses qui sont exclues comme faux par un acte arbitraire, qui est un acte de pouvoir. Ça, on est bien d'accord. Mais on peut espérer qu'il arrive au moins de temps en temps que le faux soit exclu, non pas parce qu'on a décrété qu'il devait être exclu, mais parce qu'il est réellement faux, parce qu'il est objectivement faux. Donc, vous voyez, j'ai énormément de difficultés à accepter cette idée. Et à nouveau, je dirais que ce qui est gênant, c'est pas tellement que on attire l'attention sur le fait que des procédures d'exclusion peuvent être à l'œuvre dans ce genre de choses, mais c'est la généralisation extrême. Il y a deux choses qui, dans le cas de Foucault, me gênent énormément, et c'est là que je pense ça aurait été une bonne chose qu'ils lisent Wittgenstein, et qu'ils le lisent de près, si vous voulez. C'est d'une part ce que Wittgenstein appelle the craving for generality, c'est-à-dire la recherche systématique de la généralité, c'est-à-dire l'idée que en philosophie, une affirmation n'a d'intérêt que si elle est de la plus grande généralité possible. Et puis, il y a par ailleurs ce que Wittgenstein appelle la diététique unilatérale, c'est-à-dire l'attitude qui consiste, dit-il, à ne nourrir sa pensée que d'une catégorie d'exemples. Et ça, c'est très important parce que on voit bien quand Foucault parle des relations entre le savoir et le pouvoir, il a tendance à privilégier systématiquement les exemples où les liens du savoir et du pouvoir sont particulièrement évidents. Où on peut même avoir l'impression que, en réalité, il n'y a que du pouvoir et très peu de savoir. On n'aura pas eu le temps de parler de tout, notamment cette idée qu'au fond, la vérité est plus souvent du côté du contre-pouvoir que du pouvoir. Une chose intéressante aussi que j'ai lue dans ce livre. Merci beaucoup, Jacques Bouvresse. Nietzsche contre Foucault sur la vérité, la connaissance et le pouvoir. Ça paraît chez Agone. Vous trouvez les références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées. Vous pouvez réécouter l'émission et la télécharger pour l'écouter en podcast. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché d'émission Cyril Baer, à la technique Bruno Mourlan, à la réalisation Jean-Christophe Francis. Et dans quelques instants, c'est Étienne Klein que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture pour sa conversation scientifique.